Premier retour d'expérience, le lycée Antoine Ambroise-Brugière, démolition reconstruction, qui a été entièrement piloté en BIM. Pour cela, je vous remercie d'accueillir Gilles Beretta, qui est responsable de l'unité gestion du patrimoine bâti et foncier à la région. Donc vous êtes chez vous, Gilles, aujourd'hui. Merci de nous accueillir. Merci de l'accueillir également. Arthur Monteillet, qui est ingénieur BIM, manager chez CRR Architecture. Merci de l'accueillir. Et enfin, Thomas Noël, ingénieur thermicien chez IGTech. Alors, vous avez préparé une belle intervention pour nous. Je vous laisse la main. Voilà, c'est vers la droite, pour avancer. Alors après, moi, je peux appuyer, vous me dites. Ça vous va? Voilà, alors, grosso modo, aujourd'hui, un REX, c'est quoi? C'est présentez-nous grosso modo de quelle opération on va parler. Pourquoi le BIM sur cette opération? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en avez retiré en termes d'enseignement? Positif, négatif? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Présentez-vous évidemment en quelques mots. Oui, Gilles Beretta, donc responsable d'unité gestion du patrimoine bâti et foncier à la région. C'est surtout le patrimoine des lycées. Vite fait, c'est 306 établissements, 4500 bâtiments et 5,5 millions de mètres carrés. Voilà. Et on a besoin donc de méthodes, d'outils pour gérer correctement ce patrimoine. Et on a commencé à le faire à partir de 2014 et c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter ici. Donc, bonjour à tous. Arthur Monteillet, donc, moi je suis ingénieur génie civil de formation. Aujourd'hui, je suis responsable du service BIM chez CRR Architecture et on met en place des missions de BIM management comme on va le voir sur cette opération. Ah, décidément. Prenez celui-ci, je vais voir. Merci. Bonjour à tous. Thomas Noël, du coup, je suis ingénieur thermicien pour le bureau d'études IGTech. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler sur ce projet en BIM, un des premiers projets. Bah celui-là non plus. Bah dis donc, vous n'avez pas de chance, vous? Oui, sur le menton, mais même... Oui. Non, il y a une question de pile, je pense. Quelqu'un en régie, peut-être? On va prendre le dernier, notre ultime espoir. Oui. On vous arrache votre micro qui fonctionne. Bah, celui-là, ça va. Bon, écoutez. Je vous fais tout. C'est des ondes. Ouais, c'est mauvaise onde. Allez-y. Voilà, donc Thomas Noël, je suis ingénieur thermicien. Voilà, donc je vais participer, on va dire, au projet BIM, projet du lycée pour tout ce qui est chauffage, plomberie, ventilation, et voilà, plutôt les fluides, on va dire. D'accord. Alors, de quel projet on va parler, Gilles? Très rapidement. Alors, il s'agit pour la région donc du lycée Ambroise-Brugière. Pour la région, c'était la première opération en BIM. Le départ, c'est 2014. Et c'est un projet de déconstruction, reconstruction, corps d'état séparés. Pour rentrer un peu dans le détail, c'était 9000 m² de surface. Et la complexité, c'était qu'on a commencé donc en 2014. On a 3 bâtiments à déconstruire, 3 bâtiments à reconstruire avec un externat, un pôle enseignement, un internat et des logements de fonction. Et ensuite, on avait un chantier en site occupé, donc qui s'est déroulé, qui continue à se dérouler sur 4 ans. Donc on va finir dans 3 ans. On a quasiment une dizaine d'années sur ce projet. Donc monter une opération en BIM s'avère assez complexe. Pour notre part, du coup, ouais, comme on vient de dire, c'était le premier projet en BIM un petit peu de... Bien près du menton, s'il vous plaît. Le premier projet en BIM, pardon. Donc pour nous, c'était vraiment un réel enjeu. On était vraiment hyper motivés parce que on avait des outils, on avait déjà des habitudes de travailler en 3D, mais travailler en collaboration, c'était vraiment une première. Donc ce qui était bien, c'était qu'on était tous au même niveau, on va dire. Personne n'avait réellement d'expérience, personne n'avait de retour. Donc c'était une belle expérience et vraiment motivé à rentrer dans ce projet, quoi. Alors, en ce qui concerne les enjeux, pour la maîtrise d'ouvrage, c'était de montrer que la région était convaincue par la démarche BIM. Quand on regarde un petit peu tout ce qui s'était fait en termes de gestion patrimoniale, au vu du patrimoine que la région a à gérer, pour nous, naturellement, voilà, il fallait se tourner vers le BIM. Il y a aussi la volonté, au travers de plein d'actions, et notamment cet engagement vers le BIM, de la région de se positionner comme moteur pour entraîner les entreprises vers, on va dire plus largement, la digitalisation.
Et puis 2014, c'était la première version de nos chartes BIM exploitables. Et donc, voilà, on voulait l'expérimenter, voir ce qui pouvait se passer, être produit avec cette charte. Alors, et bien sûr, oui, alors la charte, précisez-nous. La charte BIM. Pourquoi une charte en quoi ça sert finalement le sujet BIM pour toute la filière? La charte BIM de la région, elle sert à exprimer les besoins généraux de la région en matière de gestion patrimoniale avec le BIM. Et pour nous, clairement, c'est la GEM, gestion, exploitation, maintenance. Le but, pour nous, c'est ça. Merci. Pour la maîtrise d'œuvre, comme Thomas l'a souligné tout à l'heure, en fait, l'enjeu était surtout expérimental, savoir comment on allait mettre en place une mission de BIM management, quel rôle allait jouer le BIM manager là-dedans. Et il fallait mettre en place une nouvelle méthode de travail, travailler en plus avec plusieurs logiciels différents, on le verra tout à l'heure, puisque personne n'avait le même logiciel. Le rôle du BIM manager, vous y reviendrez après? On interviendra après, mais ça a été justement... Vous allez l'expliquer après? On va essayer de l'expliquer après. Ça marche, merci. Oui, en termes d'enjeux, du coup, ouais, c'était vraiment de trouver des solutions pour qu'on arrive tous à travailler ensemble, en fait. Donc on a fait beaucoup de réunions de pré-synthèse, d'échanges, quoi. Mais, D'accord. Je pense que je vais me répéter, on va avancer. Ça marche, on y va. Donc le comment, hein, le pourquoi on a vu. Donc là, vous êtes encore sur le pourquoi. Okay. Les enjeux, pourquoi Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, connaître son patrimoine, parce que la région le connaît mal. Donc on a besoin de mettre en place des méthodes, des outils pour connaître ce patrimoine, capitaliser la connaissance pour faire de la gestion, exploitation, maintenance de nos installations. Et pour nous, ça a été essayer de se préparer aux futures demandes. Maintenant, on voit que c'est de plus en plus récurrent d'avoir des projets BIM, savoir comment on allait accompagner à la fois les acteurs au sein de la maîtrise d'œuvre, au sein des entreprises, mais aussi comment accompagner la maîtrise d'ouvrage dans ses objectifs. Ensuite, il a fallu aussi intégrer cette gestion, ce management de la donnée bien plus au-delà de la simple maquette numérique. Ouais, en termes de bureau d'études, on va dire, ou dans l'équipe, on était plusieurs avec des méthodes de travail, on va dire anciennes, quoi. Pour notre part, on était déjà comme sur des logiciels, Plan Calnova, à savoir. Donc on avait l'habitude de travailler avec des structures de bâtiments, mais on avait des confrères en bureau d'études structure qui a encore l'habitude de travailler avec des couches de calque, un petit peu à l'ancienne, quoi. Voilà, donc ils n'avaient toujours pas intégré les structures de bâtiments. Donc on partait quand même de très loin, quoi, globalement. Ouais. La structure de bâtiment, c'est vraiment quand on travaille, voilà, par étage. Donc il a fallu mettre en place des choses très bêtes, mais rien qu'un point de base, que tout le monde travaille avec le même point de base. Qu'est-ce qu'on prend comme point de base? C'est des grandes questions, mais tout ça, ça prend énormément de temps. C'est quoi un point de base? Un point de base, c'est un point de géoréférencement, c'est-à-dire que notre maquette, tout le monde, tous les acteurs doivent travailler avec un point 0,0 qui est positionné à un endroit bien défini, qui sera un point physique après sur le chantier, hein, clairement, et qui ne bougera pas dans le temps. Voilà. Là, on a un réel intérêt, c'est que si tout le monde ne travaille pas avec le même point de base, mais les maquettes, tout simplement, ne s'empileront pas comme des Legos, quoi, en fait, hein, l'une dans l'autre. Voilà. C'est comme un pôle, quoi. Hein, c'est un pôle, ouais. Un point de repère. Okay. Voilà. Le problème aussi, c'est des fois quand les points de base sont trop éloignés, on a des problèmes avec les logiciels, on a des problèmes de définition. Voilà. Donc il faut trouver un point de base relativement proche, bien référencé. Et ça, après, ça a été calé dans la convention BIM, quoi. Okay. Donc on part peut-être très très loin quand même. Hein. Okay. Sur la suite, le comment, alors on l'a évoqué vite fait tout à l'heure, la charte BIM. Ce qui était important dans cette charte BIM, c'était l'objectif un peu générique qui était donné. À l'époque, c'était la version 1.4 ou 1.5. Aujourd'hui, on a la version 2.0. Donc, on avait des objectifs généraux qui étaient donnés. Ce qui nous manquait, c'était d'exprimer correctement les besoins. Et notamment, voilà, comment on voulait structurer notre base de données et ce qu'on voulait trouver dans notre base de données pour faire de la gestion, exploitation, maintenance. Je me permets, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les professionnels dire dans la convention ou dans l'appel d'offres, etc., les objectifs BIM n'étaient pas définis. Donc moi, si je n'ai pas d'objectifs qui sont clairement définis, soit je réponds mais de manière aussi un peu généraliste en tant qu'intervenant ou en tant que maître d'œuvre, ou soit je n'y vais pas.
hein. Du coup, c'était l'objectif, c'est de clarifier vraiment les besoins. C'est ça, et c'est donc pour ça qu'avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et les architectes, on a mis en place un tableau qui définissait les objets qu'on voulait trouver dans la maquette et les informations qu'on voulait leur attacher. Un exemple peut-être, non Allez. Une salle, comment on l'appelait, quelles propriétés on voulait lui voir associées pour pouvoir l'exploiter par la suite. Donc, pour répondre à cette charte BIM, c'est là où rentre en jeu donc, la notion de BIM manager et d'équipe BIM. Il a fallu monter une équipe pour répondre avec un BIM manager et des BIM coordinateurs dans chaque bureau d'études qui ont participé. Donc, à la suite de ça, il fallait aussi s'organiser au niveau d'un cadre et d'un document qui allait tous nous fédérer autour de cette démarche. C'est là que rentre en jeu la convention BIM. Donc c'est la réponse, la manière dont on va organiser les échanges pour répondre aux objectifs de la charte BIM, en intégrant donc nos objectifs internes, mais aussi l'objectif commun qui est la maquette finale, finalement fédérée pour le maître d'ouvrage. Et en parallèle, on a mis en place des protocoles finalement d'échange entre nos logiciels. Thomas vous expliquera un peu ensuite la démarche logicielle. Et donc on a rajouté des documents, une convention BIM, un protocole. On verra tout à l'heure dans les retours d'expérience que finalement on est un peu revenu en arrière là-dessus. Ouais. Du coup, en fait, dans l'équipe, on avait plusieurs logiciels. Bon, on va les citer vite fait, mais on avait de l'Archicad en architecture. On avait du plan Calnova, donc il y a le plan pour tout ce qui est fluide. On avait du Autodesk Advance pour le béton, on va dire, un bureau d'études béton. Et sur ce projet-là, on a beaucoup de bois aussi. Voilà, c'est un projet assez innovant avec énormément de bois. Donc avec les contraintes aussi du bois pour nous les fluides, des poutres, des choses voilà, relativement. Donc un réel intérêt de la maquette BIM. Et là, on était sur CADWork 3D. Voilà. On avait des bureaux d'études qui dessinaient en 2D, qui généraient des maquettes 3D après. Enfin voilà, ça a été assez difficile à mettre en œuvre. Mais du coup, le format qu'on a utilisé pour tous échanger, c'était l'IFC. On n'avait que cette solution-là. Et on a mis en place une visionneuse IFC gratuite qui était Tekla BIM Site. Voilà, pour c'est une visionneuse gratuite, c'est ça? Visionneuse gratuite, ouais. D'accord. Donc, vous m'avez même dit, si on n'avait pas fait en IFC, on s'en serait jamais sorti. Enfin, vous n'auriez pas avancé et été aussi efficace, abouti, du coup. Oui, non, c'est pas possible. Non, en termes de, il n'y a pas pour nous en natif, on ne peut pas travailler en natif. Ouais. Non. Ouais, je rappelle que c'est pour vous trois, c'était un premier projet expérimental. Donc voilà, il y avait aussi cette. Il faut aussi comprendre que chaque bureau d'études a un logiciel, c'est un logiciel métier. Voilà. Ouais. On ne travaille pas dans un logiciel architecture, on a chacun notre logiciel avec les fonctionnalités qu'on a besoin. Nous, c'est des moteurs de calcul surtout avant tout. Et donc voilà, l'IFC était le seul format d'échange pour nous. Pour juste rajouter un petit complément, c'est là où, au milieu de tous ces logiciels, de ces échanges qu'il fallait faire, on s'est posé la question, quel est le rôle du BIM manager finalement? Est-ce que lui, il doit être producteur aussi des maquettes? Est-ce qu'il est juste là pour faciliter les échanges? C'est plutôt vers la deuxième orientation qu'on est allé, et c'est ce que confirment tous les documents aujourd'hui et tous les organismes. Il faut qu'il soit là pour faciliter les échanges, mais qu'il ne vienne pas intervertir dans les métiers existants, et qu'il aille pousser tout le monde vers un objectif commun, vers un agir collaboratif. Donc vous êtes intervenu sur le côté collaboratif, finalement, exactement, de la méthode, quoi, hein. C'est un point qu'on évoque. On évoque souvent l'outil, mais cet aspect-là, il est pas assez, entre guillemets, quand on voit les témoignages, pas assez évoqué. Alors, sur les aspects positifs du côté maîtrise d'ouvrage sur ce projet, on constate qu'on a eu beaucoup d'échanges très en amont. Et ça a donné notamment naissance à ce tableau de définition des objets de la maquette, qui a été pour la région l'embryon, le premier embryon de la définition des objets de notre maquette sous format IFC. On s'est inspiré de ce tableau-là pour, dans notre charte BIM, intégrer les éléments, les objets sous format IFC structurés avec les IFC de nos futures maquettes. Ça nous a permis aussi de mesurer la maturité des interlocuteurs en termes de management de la donnée. Cet aspect-là est extrêmement important, notamment parce que nous, in fine, on récupère le travail
de toute une équipe qui a été en amont. Et c'est le point de départ de la vie pour la région de ce bâtiment, de ces données-là. Donc il est important pour nous de voir si les données les métiers du management de la donnée sont bien compris et que ça évolue dans le bon sens pour nous à la fin. Ça aura un impact aussi sur la vie du projet et les futurs intervenants sur ce projet. Exactement, oui. On se sert vraiment de tous ces retours d'expérience, de tous ces projets pour faire en sorte d'améliorer notamment nos documents et notre manière de consulter aussi les entreprises. D'accord. Alors, petite parenthèse, en tant que maître d'ouvrage, quand vous faites appel à des intervenants post-livraison, en exploitation, maintenance, etc., vous percevez comment la maturité? Vous avez du choix parmi les entreprises pour intervenir sur des projets en BIM, en exploitation maintenance? Sur la suite, une fois qu'on a récupéré on n'a pas de retour, par contre, de ce côté-là, aujourd'hui. Okay. On n'a pas de retour encore. Hein. D'accord. Ça, ce sera la brique plus tard. Pas forcément que de ce programme-là, mais sur d'autres programmes, avez-vous déjà fait appel à des intervenants peut-être de moyenne taille ou des artisans? Pour intervenir sur des livrables, non, pas encore. Non, d'accord, ok. Non, puis on n'en a pas. Aujourd'hui, on n'a que des résultats d'expérience qui viennent de formats de chartes différentes. D'accord, donc on peut pas... Toutes les étapes depuis 2014 nous ont servi à bien structurer notre charte BIM. Et puis le dernier aspect positif pour nous, c'était aussi que la visibilité de la région par rapport au BIM. Voilà. Vous êtes pas mal en avance, sans faire de prosélytisme. Hein, mais oui, on a. C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Retour d'expérience côté maîtrise d'œuvre. Pour la maîtrise d'œuvre, je pense qu'on est d'accord que ce projet, ça nous a fait prendre conscience de cette nouvelle matière, cette donnée finalement, qui peut venir en plus de la maquette qu'il faut faire pour la maîtrise d'ouvrage, optimiser notre production en interne, automatiser des tâches, enlever beaucoup de tâches chronophages par l'apport de cette donnée et éviter une ressaisie entre nos logiciels. Donc là, on l'a fait avec l'IFC, il y a eu pas mal de difficultés, on verra après également, mais on a pu entrevoir réellement de nouvelles perspectives avec l'arrivée de cette donnée. Et pour nous, en fluide, l'aspect positif, clairement, nous, les fluides, on est très friands des maquettes IFC, notamment pour les encombrements, en fait. Clairement, les impacts avec les structures, parce qu'on dessine et on tire des grosses gaines, des choses encombrantes, et donc clairement, les IFC, pour nous, on est très, très friands. Vous découvrez moins en phase chantier Oui, on a moins de problématiques de dire on a un tuyau au milieu de la poutre, quoi. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas vu, et on travaille mieux, et surtout, on arrive mieux à se faire expliquer, à mieux communiquer, on va dire, soit avec l'architecte, les problématiques qu'on a. On trouve des solutions esthétiques pour cacher nos réseaux. Voilà. Ça veut dire qu'une maquette, c'est aussi un outil de médiation, d'échange, de partage? Oui, complètement. C'est surtout pour... je pense que du coup, les autres acteurs ont plus conscience de problématiques de thermiciens, mais voilà, du moins de l'encombrement de notre matériel. Et voilà, ça c'est clairement un outil. Tout a été formidable sur ce projet ou il y a eu aussi des difficultés, hein? On peut peut-être les aborder? Alors, premier constat, et puis ça nous est revenu en pleine figure dès le départ. Oui. La charte n'était pas assez précise, donc d'où le rapprochement avec la maîtrise d'œuvre pour mettre en place nos tableaux des objets de la maquette. Même s'il y en a eu, il n'y a pas assez d'échanges entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ou en tout cas, ils ne sont pas assez soutenus et continus tout au long du projet. Aujourd'hui, là, vous sortez à gauche, vous avez le lycée Brugière, il est en train d'être construit. Aujourd'hui, moi, j'ai quasiment plus de lien avec la maîtrise d'œuvre. Voilà, ça c'est dommage. Et puis de notre côté, moi j'ai eu d'énormes difficultés à voir mes collègues et leur demander, oui, mais le DOE même numérique, à la fin, mais qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin? Parce que si j'ai pas, moi, les objectifs, derrière, je ne peux pas rédiger une charte avec un tableau précis sur mes demandes. Moi, je voudrais faire un point sur le passage du BIM conception à la BIM exécution. En fait, on a eu beaucoup de problèmes pour passer de tout ce qu'on a réalisé en conception avec la maîtrise d'œuvre et refaire une nouvelle équipe BIM après en exé.
parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de flou sur les missions, mais déjà actuelles, sur qui doit être en charge de la mission exé, quand il y a une partie où c'est l'entreprise qui l'a, une partie où c'est la maîtrise d'œuvre. Derrière, combien on vient raccrocher toutes ces maquettes, qui doit la produire? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est les maquettes de la maîtrise d'œuvre qui évoluent finalement jusqu'au DOE, pour ensuite venir ajouter les données des entreprises? Toutes ces questions en fait sont remontées au travers de ce projet, et d'ailleurs un autre projet aussi avec la région. Et on s'est rendu compte qu'au-delà du BIM, il fallait déjà revoir peut-être nos missions sur les documents actuels pour harmoniser le tout et tout soit clair là-dessus. Oui, ça vous amène à redéfinir, clarifier les missions. Là, on avait la mission exé était à la totale charge de la maîtrise d'œuvre. Donc, il a fallu voir comment on montait en compétences numériques les entreprises sans forcément qu'elles aient à faire des maquettes. Et ça a été le cas, elles sont juste venues intégrer des données. Et déjà, sur la plateforme collaborative qu'on a mis en place à partir de l'exé, puisque du coup, il y avait plus de maturité de la part de tous les acteurs, vu que ça a commencé il y a 1 an. Là, on leur a demandé de décrire déjà de plus scanner des papiers, envoyer des versions numériques de leurs documents pour essayer de compléter le DO numérique et de l'écrire d'une façon particulière. Voilà. Les difficultés, ça a été... ouais, c'est un peu des difficultés par rapport à la loi MOP, je pense, un petit peu. Voilà, on a tous... Alors la loi MOP... Ouais, je veux pas rentrer dans le débat, parce que c'est toujours un peu compliqué, mais ce qui s'est passé, comme sur beaucoup de projets BIM, c'est qu'il fallait rendre la PS, tout le monde a travaillé dans son petit coin, on a rendu la PS, on a rendu une maquette, ça a été un peu pareil en APD, et il manque un peu ce flow working, un petit peu, voilà, ces échanges entre bureaux d'études. Vous m'avez dit qu'il faut que le BIM soit sur le terrain. Alors ça va être autre chose. Ouais. Maintenant, aussi. Par rapport à la mission exé, on nous a demandé sur ce projet-là, nous, bureau d'études, de réaliser les réservations. Je pense qu'on n'était pas forcément d'accord, parce qu'on imagine que c'est pas au bureau d'études de faire la réservation. Par contre, il y avait la contrainte de faire des réservations en IFC. Donc, on les a faites. Parce qu'on a pu générer une maquette IFC de réservation, pas de problème. Ce que je constate par contre, c'est que les entreprises, du coup, ne sont pas forcément beaucoup impliquées dans le projet. Parce que c'est beaucoup au moment où elles font les réservations qu'elles rentrent réellement dans le projet. Elles comprennent mieux le projet, elles comprennent mieux les passages, etc. Donc, ce travail, ils ne l'ont pas fait. Et j'ai l'impression que les entreprises, voilà, n'ont pas, pour le moment, beaucoup utilisé la maquette et s'en servent pas vraiment, quoi, voilà, clairement. D'accord. Est-ce que... Encore. Ah oui. Et demain? Juste demain, donc je l'ai évoqué, la nécessité de faire évoluer la charte BIM. Donc c'est aujourd'hui, hier 1.5 au départ, aujourd'hui 2.0, et donc plus d'interaction entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, mais tout au long du projet. Et du coup, avec tout ce retour d'expérience sur ce projet, mais à la fois les autres, je pense que demain, il faut repartir du besoin final pour remonter toute la chaîne des acteurs et ensuite ressaisir petit à petit toutes les méthodes, toutes les attentes qu'on a au niveau du BIM pour qu'il y ait une cohérence générale dans ce qu'on réalise et arriver à l'objectif final. Moi, pour demain, voilà, en fait, ce que je trouve en réunion de chantier, c'est qu'il manque clairement la maquette BIM avec, on va dire, les ouvriers. Voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais. Je pense qu'il faut amener le BIM sur le chantier, mais c'est ma vision purement personnelle. Il existe des pupitres qu'on trouve des fois dans les offices de tourisme avec des écrans tactiles. Voilà. Je pense que maintenant, dans les bungalows de chantier, on pourrait très facilement ramener ce genre d'écran qui serait holo gros œuvre. Bah, finalement, dans les cabinets de chantier, on a toujours les plans partout. Voilà. Maintenant, il faudrait avoir un grand écran tactile. Et moi, je voudrais que l'ouvrier qui va poser mon magaine de ventilation ait accès à la maquette. Maintenant, tout le monde a des smartphones. Tout le monde sait utiliser un smartphone, se déplacer dans des volumes. Et je voudrais clairement que mon ouvrier, avant d'aller poser ma gaine, avant de voir comment ça passe, il ait la vision, il voit ce qu'on a voulu faire. Et il nous posera les questions clairement sur les points qui sont bloquants. Donc ça, c'est quelque chose de facile à faire, qui ne coûte pas forcément. Et il faudrait que cette maquette, elle soit liaisonnée et qu'elle soit en permanent actualisée. Voilà. Et ça élargit les enjeux de formation qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Hein, quand même. Parce que là, ça finit de creuser le fossé entre l'ouvrier de base et les ingénieurs. Et vraiment, maintenant, ils ont l'impression... Démocratiser le BIM pour tout le monde sur le chantier. Quoi. Il existe des outils très simples. Une réaction, Guillaume, et ça me permet... Alors, c'est bon pour vous, ok, donc une réaction... Donc, alors,
On peut utiliser les micros aussi maintenant. Je non, pense. mais enfin, là, celui-là marche bien, on va rester sur celui-là. Non, très rapidement, je trouve qu'effectivement, la dernière remarque par rapport à cette amener la transformation digitale du monde de la construction sur les chantiers, c'est vraiment primordial. On est tous à suivre des chantiers, dès qu'il y a une grue, on regarde, et bien souvent, il y a les liasses de plans en bas qui sont tous roulés les uns sur les autres, on les ouvre, on les déplie, on se pose la question, est-ce que le plan a été à jour, et ainsi de suite, et ça, c'est une vraie problématique. Donc pour ça, il y a 2-3 choses. Enfin, nous, on est en train d'accompagner la Démajor pour faire ce qu'on appelle des grandes tablettes tactiles, alors qu'on peut commencer à voir maintenant qui sont transportées de grue en grue entre les étages en fonction du bâtiment qui se construit. Et en fait, on est juste en train de, avant la maquette numérique, on va d'abord faire l'étape d'avant, c'est de récupérer tous les plans que vous avez aujourd'hui en papier, et maintenant, on va les avoir en digital sur un écran tactile pour faire exactement ce que vous faites sur un plan papier, donc les annotations, les remarques, les surlignages, faire les ronds de modification, et tout ça, on est capable de le traiter. Donc ça, en fait, bon, nous, c'est la solution Bluebeam sur laquelle on est en train de partager et de développer ça. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, c'est à vous quand même. On va vous laisser un peu la parole. On monopolise depuis tout à l'heure. Une question. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Et une question, pas 3 questions dans une, s'il vous plaît. Ça arrive souvent. Je vais faire exception. Bien. Non, Hamid Badi, je travaille dans le BIM. Alors, ça va être une question dans le cadre financier. D'accord. Alors, c'est un sujet qui n'a pas été abordé. Alors, je ne sais pas si c'est la pudeur habituelle. Vu qu'il y a le maître d'ouvrage, un représentant de la maîtrise d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, mes 2 questions sont déjà comment a été valorisé financièrement le BIM, virgule. Non, alors c'est un point virgule, plus exactement, Merci. pour être précis. Et ensuite, est-ce que le maître d'ouvrage, vous avez, ou est-ce que vous projetez de faire des économies? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose, le BIM, financièrement? Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, franchement, je ne peux pas vous dire. Par contre, la région finance les missions, on les identifie et on finance. On dit voilà, on veut du BIM pour résumer sur le projet. Donc on essaie d'identifier au mieux ce qui pour nous paraît être de la méthodologie du processus BIM avec la maquette numérique et avec l'objectif à la fin d'avoir un DO numérique. Et donc on finance cette partie-là. Sur ce projet-là, je crois que c'était 1,6%, il me semble, du total travaux. Vous envisagez, vous visez des économies d'échelle, Oui, puisque... Alors, je ne sais pas exactement combien ça nous coûte, mais statistiquement, tous les 5 ans, on refait faire un relevé complet d'un lycée. Voilà. Donc, c'est de la perte de données, de la perte en ligne, de la perte de temps, etc. Quand on a des questions, par exemple, de la personne qui s'occupe des assurances chez nous, qui nous interroge sur, voilà, on a combien d'équipements sportifs aujourd'hui à la région? C'est vraiment le bas de combat, tout le monde court dans tous les sens, mes fichiers, ils sont où, etc. Et on met du temps pour collecter l'information. Demain, on gagnera du temps là-dessus. Finalement, on va s'apercevoir qu'on va gagner beaucoup en termes de qualité de données, et donc systématiquement derrière par levier de temps. On ne mettra pas 15 ans à savoir si on a des lycées, des gymnases, combien, et on le saura rapidement en interrogeant la base de données. Un des premiers aspects. Une autre question, malheureusement la dernière, et la pause va suivre, donc vous aurez l'occasion de poser vos autres questions. S'il y en a, Stéphane Bernard. On a dit qu'on monétisait. Je me fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du diable. Le prochain projet que vous auriez à traiter avec la même équipe, vous rêvez de la faire en BIM ou vous rêvez de ne surtout pas la faire en BIM? Je pense qu'on rêve de la faire en BIM. Merci. Je pense que, attention, c'est pas hyper... Bon, ok, en tout cas, merci beaucoup. Du côté de la région, il n'y aura pas d'interrogation, ce sera... Voilà. C'est incontournable aujourd'hui, voilà, ça c'est un bon niveau de réponse aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, ce retour d'expérience.